aux analyses en premier lieu, mais au service commun des laboratoires, on a 3 autres missions. Certes, on va faire de l'analyse, et ces analyses, vous voyez qu'il y a un logo qui est COFRAC. Qu'est-ce que c'est que ce logo? C'est le Comité français d'accréditation, c'est-à-dire que les résultats que nous délivrons sont délivrés sous couvert de l'accréditation, qui est une reconnaissance de compétences qui a valeur internationale, et en échange de cette reconnaissance, nous sommes soumis à des audits permanents, un peu comme ce que vous avez en pharmacie. Et c'est important de le noter, cette accréditation, c'est une obligation réglementaire dès lors qu'on fait du contrôle officiel dans le domaine d'alimentation humaine et d'alimentation animale. C'est une obligation, ce gage de compétences et cette reconnaissance de compétences est demandée par la communauté européenne pour tous les laboratoires de l'Union qui font du contrôle officiel. Et ça, c'était la partie analysée. Et puis, on a aussi 3 autres missions qui sont assez caractéristiques et qui peuvent faire l'attrait de notre fonction par rapport à un labo d'analyse traditionnel. C'est qu'on va, pour la douane et la répression des fraudes, faire ce qu'on appelle une mission d'appui, d'où le processus appuyé, en amont et en aval de nos analyses. En amont ou en aval, par exemple, on va commencer par l'aval. En aval, si on a fait de l'authentification de vin et qu'on a démontré une fraude sur un vin, eh bien, nous pouvons être amenés à aller au tribunal aux côtés des enquêteurs de la CCRF pour défendre les analyses et expliquer aux juges quelle expertise analytique a été faite et pourquoi on est arrivé à telle ou telle conclusion. Et puis en aval, ça va être l'expression du besoin, par exemple. La répression des fraudes va venir nous voir, et on en aura des exemples après, hein, on va imager tout ça ensemble, va nous dire, ben voilà, on a une préoccupation, on parlait tous les deux à l'instant de l'écologie, de l'économie verte. Il y a une demande de plus en plus pour faire des contrôles dans les allégations environnementales sur un certain nombre de produits. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Ou des substances préoccupantes qui vont peut-être faire l'objet un jour d'une réglementation, est-ce que vous savez la doser? Eh bien, ça, c'est de l'appui. Typiquement, l'expression de besoin, la construction des enquêtes, c'est ce qu'on va faire avec eux. La douane utilise sur leur terrain des tests rapides de détection des stupéfiants. Eh bien, nous avons participé au dépouillement des appels d'offres pour voir la sélection des équipements qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Donc, on n'est plus vraiment dans de la chimie analytique, mais on est complètement dans un champ de l'analyse scientifique. Et alors, j'ai parlé d'expression de besoin. Eh bien, on arrive gentiment au 3e processus, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont exprimé des besoins, soit on sait faire, pas de sujet, on va le dérouler avec nos compétences habituelles, soit c'est nouveau pour nous, et donc on va développer les méthodes d'analyse qui vont être propres à répondre à la question qui va nous être posée. On ne fait pas de R&D au sens strict, de recherche fondamentale, mais par contre, on a un devoir de répondre systématiquement oui aux questions qu'on nous pose. On est service officiel, on ne peut pas répondre non à la douane ou à la répression des fraudes sur est-ce que vous savez faire. La réponse est par définition oui. Tout ce qui va dépendre, c'est le délai dans lequel on va leur répondre et les méthodes qu'on va développer. Et puis coopérer, c'est plus traditionnel. Toute structure scientifique a une fonction de coopération, hein, coopération avec ses pairs. Nous, la particularité, je dirais, c'est on est extrêmement impliqué dans tout ce qui est normalisation internationale, européenne, française, bien évidemment, parce que derrière la normalisation, c'est la normalisation des méthodes d'analyse. Qui dit normalisation, dit consolidation du résultat. Et bien évidemment, en tant que service officiel, il faut qu'on accorde une attention toute particulière à la qualité de nos résultats, et la normalisation en est un outil. Puisque je vous ai sensibilisé au fait qu'on était laboratoire officiel, une particularité du métier par rapport aux étudiants qui peuvent avoir envie de nous rejoindre, c'est non seulement une capacité à analyser, mais également à interpréter et à conclure. C'est quelque chose qui peut paraître un peu abscon, mais c'est une grande valeur ajoutée, c'est de s'engager sur une déclaration de conformité par rapport à la réglementation. On peut être un bon chimiste, encore faut-il connaître la réglementation, et ça c'est beaucoup plus complexe, d'autant plus qu'on a un certain nombre de référentiels réglementaires, il y a beaucoup de textes, le code de la consommation bien sûr pour tout ce qui est répression des fraudes, le code des douanes, on a vu, puisqu'on travaille pour la douane, le référentiel d'interprétation, c'est le code des douanes. Mais plus étonnant, peut-être pour vous, que vous connaissez moins, le code général des impôts, parce que dès lors qu'on va parler contrôle des tabacs, contrôle des alcools, eh bien, c'est le code général des impôts qui s'applique. Et puis, le code de la santé. Pourquoi le code de la santé? Eh bien, si un produit est mis sur le marché et qui fait des allégations de vertu
thérapeutique, c'est interdit. Lorsqu'on va démontrer l'infraction, on va se raccrocher au code de la santé. Ce que je veux dire par là, c'est que nos analyses, quelle que soit notre conclusion, vont se raccrocher à un texte réglementaire. Nous faisons des contrôles de conformité. Et puis, il y a une voiture, ce que j'appelle la voiture balai, c'est le code pénal. C'est que dès lors que vous n'auriez pas un texte réglementaire précis, vous pouvez toujours vous raccrocher aux dispositions générales du code pénal pour démontrer une infraction. On va rentrer un peu maintenant dans une illustration de ce que vous pouvez trouver chez nous et les différentes activités, que ce soit dans le domaine alimentaire ou non alimentaire. On va commencer par quelque chose 100% alimentaire et qui sont nos obligations communautaires. Quand je dis nous, c'est nous l'État. C'est la réponse au plan de surveillance et plan de contrôle, c'est l'acronyme PSPC. Les plans de surveillance et les plans de contrôle, c'est les obligations de surveillance des marchandises. Le premier d'entre eux, microbiologie, c'est l'hygiène alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas de développement de bactéries, je cherchais le terme, excusez-moi, qui peuvent être nuisibles pour la santé, et ça, au niveau de l'Europe, on va le surveiller. Récemment, vous avez eu l'affaire sur les œufs Kinder, si ça vous parle, sur des salmonelles. Il y a une contamination dans une usine de Belgique. On a été saisis, nous, pour aller conforter des levées de doute sur l'usine dans le nord de la France pour savoir s'il n'y avait pas de problème. Il n'y en avait pas, mais c'est le SCL qui s'en est chargé. En matière de pesticides, la surveillance européenne va se faire d'un point de vue très horizontal sur différentes matrices. Et là, ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est de se rendre compte que les listes de pesticides ne vont que en croissant. On en fait toujours plus. Or, les temps d'analyse où les moyens disponibles sont toujours capés, ce qui fait qu'on va chercher des méthodes d'analyse qui permettent de faire de plus grands nombres de molécules. En l'occurrence, nous, on en fait 800 en 20 minutes. Il y a 30 ans, on faisait 5 molécules et petit à petit, on arrive à des exigences avec une très, très grande couverture pour couvrir le risque. Les éléments traces métalliques, pourquoi on surveille les éléments traces métalliques? Je vais prendre un seul exemple, c'est les produits de la mer. Vous avez dû entendre parler du mercure. Quelle est la particularité de ces éléments traces métalliques qu'on appelait autrefois les métaux lourds? C'est leur capacité malheureuse, néfaste, de ne pas être métabolisable. Ce qui fait que le petit poisson mange du plomb, qui se fait manger par le moyen poisson, qui lui-même mange du plomb, mais qu'emmène le plomb, vous voyez où je veux en venir, etc., jusqu'aux poissons prédateurs de fin de chaîne, en haut de la chaîne alimentaire, qui eux stockent tout le plomb qu'ils ont pu récupérer de tout ce qu'ils ont mangé. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus des espèces animales dans la chaîne alimentaire? Il y a nous. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement surveillé, et à tel point qu'il y a une recommandation de l'ANSES pour déconseiller la consommation des poissons de type thon, espadon, donc les poissons de bout de chaîne, les grands poissons carnivores, pour les femmes enceintes et les enfants. Et puis les OGM, il n'y a pas grand-chose à en dire, vous connaissez tous le sujet. Et les mycotoxines, c'est une surveillance parce que du fait de leur toxicité, les mycotoxines sont des toxines qui poussent sur les moisissures. Donc si vous avez des silos qui sont mal contrôlés en termes d'humidité et de température, il peut y avoir un développement de moisissures. Jusque-là, tout va bien. Mais si sur ces moisissures, tout va bien, non. En termes de qualité organoleptique ou de durée de vie du produit, ça peut poser problème, mais il n'y a pas de toxicité aiguë. Par contre, s'il y a ces mycotoxines qui se développent, là, on arrive dans une toxicité aiguë, et c'est pour ça que la communauté européenne nous demande une surveillance systématique. Alors, en termes d'attribution, j'ai parlé de la DGCCRF, il faut savoir que la sécurité alimentaire, depuis très très peu de temps, est passée sous la responsabilité de la Direction générale de l'alimentation. Donc, ce qui fait que dans nos attributions, on va inchanger le périmètre de nos mandants. On continue sur des choses un peu plus générales. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire liste à liste. Je vais choisir un exemple. Ce qui est important dans cette diapo, c'est de comprendre que, bon, j'espère que vous avez compris, douane d'un côté, CCRF de l'autre, mais alimentaire d'un côté, non alimentaire de l'autre, et qu'est-ce qu'on va chercher? J'ai dit contrôle réglementaire, mais ça veut dire quoi, contrôle réglementaire? On a grosso modo deux choses. On vient de parler des plans de surveillance, on était plutôt dans la sécurité alimentaire, très clairement. Eh bien, pardon. Et l'autre volet, c'est la loyauté des échanges. Est-ce que le produit est bien ce qu'il est? Est-ce qu'il est bien présenté? Est-ce qu'il n'y a pas des allégations abusives? Est-ce qu'on n'a pas ajouté des choses interdites?
L'adultération. Est-ce qu'on n'a pas retiré un principe actif? On y pense rarement à ça, mais c'est une bonne façon de vendre 2 fois un produit. Je l'épuise dans un composé actif, je le vends le composé actif tout seul, je vends l'autre produit sur le terrain, je l'ai vendu 2 fois, ça bien évidemment, c'est interdit. Donc ça, c'est le côté loyauté des échanges. En douane, c'est quelque chose qui est probablement peu familier, voire carrément inconnu de vous, c'est qu'il faut savoir que tous les produits, bon, nous sommes sur le stand E35, si vous, on a amené beaucoup de produits, si vous voulez voir un peu la diversité de ce qu'on fait, tous les produits qu'on expose, ils sont derrière eux, il y a une espèce tarifaire. C'est quoi ce machin administratif? C'est un code, comme un code barre, et derrière, c'est universel, mondial, systématique, qui s'applique à tous les pays sur toutes les mêmes marchandises. Et derrière ce code, bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a? Des droits de douane. OK? Donc, nous, on a mauvais esprit, par définition, on est payé pour avoir mauvais esprit. On va présupposer, bien sûr, qu'une espèce tarifaire portée par un produit puisse être fausse, où l'opérateur aurait eu la tentation de déclarer à quelque chose qui n'est pas taxé, alors qu'il aurait dû le déclarer à quelque chose taxé. Donc, mon métier, c'est de mettre en évidence des fausses déclarations d'espèces. Eh bien, pile poil, là, on est dans la loyauté des échanges. Alors, si on voit à l'alimentaire quelques exemples sur la loyauté des échanges, je vais me focaliser sur les produits de la mer. J'aurais pu faire autre chose. Hein, vous avez vu, j'ai tout le champ, produits laitiers, produits sucrés, céréales, ovoproduits, etc., etc. Produits de la mer. Qu'est-ce qu'on va faire sur les produits de la mer? Loyauté, sécurité. Sécurité, les amines biogènes, la dégradation des protéines qui peuvent aller vers des amines toxiques. On va faire. Les éléments traces métalliques, on en a parlé tout à l'heure. Le cadmium, plomb, mercure, arsenic. Loyauté. Est-ce que c'est bien du loup de Méditerranée? Est-ce que ça ne serait pas quelque chose d'importé? Je ne vous parle pas trop technique d'analyse. Après, je vais vous en faire un petit peu quand même. Autre chose auquel on ne peut pas nécessairement y penser, c'est élevage sauvage. Sacrée valeur ajoutée à la vente. Hein. Si vous avez décidé de faire plaisir à vos amis et de faire un beau poisson sauvage, vous n'allez pas le payer le prix au kilo d'un poisson de ferme aquacole. Entre parenthèses, ça, je vais vous dire comment on le fait. C'est très simple. Le poisson est ce qu'il mange, EST. C'est-à-dire qu'on va faire le profil des acides gras, oméga 3, oméga 6, et il va y avoir une signature différente selon que c'est un poisson sauvage ou un poisson d'élevage. Oui, parenthèse, nous, notre métier, c'est de répondre à une question. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Et à nous de nous débrouiller. Il faut qu'on trouve la stratégie analytique à mettre en place avec les techniques de la chimie analytique pour répondre à la question. On n'a pas une méthode précise, clé en main. Sur les résidus de pesticides, bah oui, ça c'est des méthodes connues, mais dans énormément de domaines, c'est à nous de mettre en place la stratégie analytique et c'est pour ça que le métier est intéressant. Je reste sur mon poisson. La reconnaissance d'espèces, quand je vous parlais du loup de Méditerranée, là aussi, on va commencer à complexifier un peu le propos. Si mon poisson est entier, on va avoir des compétences d'histologie. C'est un peu comme la botanique, c'est des arbres de décision. Il a une nageoire comme ceci, alors ça peut pas être ceci. Ensuite, les écailles sont comme ceci, etc., etc. On va faire un arbre de décision. Imaginez qu'il est en filet, c'est plus la même musique, on peut plus faire ça. Donc là, on va taper sur le profil des protéines. On va faire des techniques électrophorétiques. Mais sauf que si le produit a été très transformé, très chauffé, notre profil électrophorétique, il est plus exploitable. Les protéines ont cuit, elles sont dégradées, on n'aura plus de profil électrophorétique de référence. Alors, on va taper sur les techniques ADN. Donc, vous voyez, l'esprit, c'est de vous montrer comment on fait bouger nos méthodes en fonction soit de la problématique, soit de l'état du produit. À chaque fois, il faut arriver à nos fins et arriver à comprendre aussi bien la reconnaissance du poisson dans un plat cuisiné que mis à l'étal chez un poissonnier. Additifs contaminants, simplement ce que je dirais sans faire de précision, d'exemple précis, pardon. Colorants conservateurs, on va être dans du contrôle réglementaire. Vous verrez sur le stand, il y a énormément de petits produits très colorés. Il y a une limite réglementaire en colorant parce qu'à partir d'une certaine quantité, ils peuvent avoir des effets allergisants néfastes. Donc, on nous demande de faire du contrôle réglementaire. Si je m'intéresse maintenant aux non alimentaires, même raisonnement, loyauté, sécurité. Sur les jouets, vous avez tous vu à la période de Noël l'inévitable documentaire à la télé avec le nounours qui brûle. Bien évidemment, c'est une des grosses priorités sur les jouets. On va faire essentiellement des tests physiques pour la solidité, l'inflammabilité, comme je viens de le dire. On n'interdit pas aux nounours de brûler. On va s'assurer qu'ils brûlent suffisamment lentement pour que l'enfant ait un réflexe
de s'en débarrasser. Donc, c'est pour vous montrer le raisonnement de la réglementation. Elle a un sens, la réglementation. Et on va faire aussi du risque chimique sur les jouets. Là aussi, on va aller rechercher les métaux qui peuvent être présents dans les colorants. Les jouets souples, vous avez sur notre stand des petits canards, ou qu'on connaît tous le petit canard jaune. Il faut savoir que le petit canard jaune, c'est la même chose que votre tuyau que vous pouvez avoir dans votre salle de bain ou dans votre garage, le tuyau gris de PVC, c'est du PVC, sauf qu'il a été assoupli et coloré. Et le plastifiant peut être un phtalate, et les phtalates sont réglementés, sont très toxiques. Donc on va faire ça. Je ne cite pas tous les sujets. Je ne me rends pas compte, j'ai fait la bêtise de ne pas regarder l'heure. 22 minutes, on est bien. Oui, on est très bien. Les produits industriels, alors là, c'est une particularité chez nous. Pour vous montrer, on va faire un petit pas de côté. Tout ce dont je viens de vous parler, on fait ça à la maison. Je suis un peu trivial, mais c'est facile comme ça, on voit ce qu'on veut dire. À la maison, veut dire dans nos laboratoires. Sur les produits industriels, on est amené à faire de la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on ne va pas réaliser l'essai chez nous, on va les faire réaliser par d'autres laboratoires pour une simple raison, c'est que la diversité des produits fait que on n'a pas intérêt à rapporter chez nous la compétence parce qu'on va faire de temps en temps quelques essais. Exemple, on a eu de demandes de sécurité sur les escabeaux, les échelles de chantier, etc. Sujet grave, hein, attention, on est sur de la sécurité. Eh bien, on ne va pas se mettre à importer toutes les machines pour tester ça, on va sous-traiter. Des choses qu'on va faire, nous, bien sûr, sur les équipements de protection individuelle, on va s'assurer de la sécurité. Il n'y a rien de plus dangereux que quelque chose qui est fait pour protéger les travailleurs soit en soi dangereux et l'expose de façon indue le travailleur à un risque supplémentaire. Donc, on va aller vérifier que des lunettes de protection, par exemple, ont bien leur capacité filtrante dans leurs matériaux. Produits pétroliers, actualité, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'euromarqueur a changé. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare d'euromarqueur? Eh bien, vous devez connaître, on appelait ça le rouge. Vous savez, le rouge qu'on met dans le carburant routier par rapport au carburant pour véhicules particuliers. Eh bien, l'euromarqueur, comme son nom l'indique, le marqueur, le traceur qui permet de savoir quelle est la destination de ce carburant, a changé au niveau européen. Eh bien, pour nous, ça aussi, ça fait partie du métier. Sans cesse, on fait bouger nos méthodes. On a acquis une nouvelle machine pour pouvoir être en capacité de doser désormais cet euromarqueur qu'on ne pouvait pas doser autrement. Si on s'intéresse aux substances dangereuses, qui est un véritable sujet, vous avez peut-être entendu parler de la réglementation REACH, qui est une réglementation qui vise à l'évaluation des risques des substances qui sont mises dans les produits non alimentaires et à leur substitution in fine. On va travailler énormément sur la mise en évidence des substances dangereuses. Prenons un exemple sur les bijoux fantaisie. On a travaillé pour l'Europe d'ailleurs à ce sujet-là. On avait remporté un marché européen, donc on est sorti du cadre strict de la répression des fraudes et la douane. Les bijoux fantaisie, vous avez probablement entendu parler des allergies au nickel. Vous savez, il y a des gens qui sont extrêmement réactifs à ça. Alors, c'est intéressant de vous en parler sur la méthodologie scientifique, le raisonnement de la réglementation et comment nous, en labo, on la décline. C'est qu'on n'a pas interdit. On aurait pu dire on interdit le nickel. Non, ce n'est pas le choix qu'il y a eu dans la réglementation, on va le limiter. Et on va rentrer dans tout le champ des techniques d'analyse par migration. Ce que je veux dire par là, c'est que le bijou qu'on va avoir, on va le prendre, on va le mettre dans une sueur synthétique pendant une douzaine de jours. C'est normé tout ça, hein. Ce n'est pas du tout des méthodes qu'on a développées nous, c'est de la norme, de façon à ce que ça soit fait partout dans le monde de la même façon et qu'on puisse conclure de la même façon, quel que soit l'endroit où ça a été fait, sous couvert d'accréditation, la garantie de compétence de tout à l'heure. On va mettre notre bijou dans une sueur synthétique pendant 12 jours. Au bout de ces 12 jours, on va faire un test de faux vieillissement. Hein, vous voyez, on est en train de mimer la vraie vie, donc normaliser aussi. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va doser dans le jus le taux de nickel qu'il y a. Le fameux nickel relargable, ce que vous auriez eu si vous aviez eu le bijou sur la peau. Et c'est pas fini, on va le rapporter à la surface de contact, bien évidemment, parce que c'est pas la même dangerosité si votre bijou est tout fin et qu'il y a à peine une partie du métal qui touche votre peau, ou si c'est un gros disque de métal qui touche votre peau. Donc on va rapporter les microgrammes de nickel en centimètres carrés de surface. Et c'est important, pourquoi j'insiste là-dessus, pour vous montrer comment on raisonne, c'est que moi, ça fait longtemps que je ne suis plus à la l'appareil, je suis plutôt à des fonctions d'encadrement, donc mon métier, c'est d'avoir des méthodes qui répondent aux besoins le plus vite,
avec une productivité importante. Et les opérateurs, ils passaient assez peu de temps à faire le taux de nickel et énormément de temps à mesurer la surface du bijou. Parce que vous pouvez avoir des bijoux ajourés avec des petits trous et c'est très compliqué. Vraiment, c'était très compliqué. On s'est dit, mais c'est pas possible de garder, il faut qu'on change de braquet. Et on est allé un peu chasser, on a acheté tout bêtement un analyseur d'image qui fait que désormais, boum, on pose l'objet. Quand c'est un trou, ça vaut 0. Quand c'est un plein, ça vaut 1. Et instantanément, on a la surface. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer comment on fait évoluer nos méthodes. Et du coup, une fois qu'on avait acheté ça, on s'est rappelé d'un vieux truc, vieux, parce que le texte est ancien, à la douane, dans le code douanier, puisque rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait une espèce tarifaire sur tous les douanes, sur tous les produits. Le riz basmati a aussi son espèce tarifaire qui n'est pas la même espèce tarifaire que les autres riz, parce que les droits de douane ne sont pas les mêmes. Là où je veux en venir, c'est que la caractérisation de notre riz basmati, ça se fait, c'est comme ça, c'est écrit, il faut qu'on fasse comme ça, c'est dans le code des douanes. 100 grains de riz, diamètre moyen, longueur moyenne. Vous imaginez l'opérateur, 100 grains de riz en train de mesurer le diamètre, on l'a fait. L'analyseur d'image, on pose les 100 grains de riz, instantanément, on a longueur moyenne, diamètre moyen. Ça vous montre l'intérêt de rebondir et de changer nos méthodes d'analyse, même sur des choses très simples. On ne fait pas toujours des choses très compliquées. On en fait, je vous en montrerai des exemples tout à l'heure. Cosmétique, on a un peu parlé cosmétique tout à l'heure, L'Oréal est ici. Grosse surveillance sur les produits cosmétiques, sur les substances indésirables dans le cadre de la réglementation riche. C'est un produit qui est extrêmement surveillé. Les matériaux contacts, juste pour si ça ne vous est pas familier, c'est tout ce qui est, l'acronyme c'est MCDA, c'est matériaux contacts des denrées alimentaires. Même principe que tout à l'heure, notre bijou à l'instant, même pas tout à l'heure, à l'instant, notre nickel, mais cette fois-ci, vous êtes dans de l'alimentaire. C'est est-ce que dans votre barquette plastique ou dans votre assiette en céramique, il n'y a pas migration de composés indésirables? C'est le même raisonnement. On va fonctionner cette fois-ci avec des jus synthétiques. Cette fois-ci, c'est plus de la sueur. Ça va être mimer les aliments pour aller vérifier qu'il n'y a pas des relargages indus. On a travaillé sur les couches pour les enfants. L'ANSES nous a demandé, je crois qu'on le verra après, mais c'est pas grave, on s'y attardera pas, on n'a qu'à en parler maintenant. Sur les couches, on a eu l'ANSES qui est venu nous chercher en disant est-ce qu'il n'y aurait pas des substances indésirables là-dedans? Il n'y avait rien de fait. Il a fallu créer non seulement quelles molécules on allait chercher, on leur a proposé un certain nombre de familles chimiques, HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines, qui sont des grands classiques quand il y a du process industriel. On est allé chercher le glyphosate, parce que c'est du coton, etc., etc. Je ne vais pas vous faire l'inventaire. Et pourquoi je vous raconte que j'ai rebondi sur les couches? Là, pareil, on a réfléchi, on a dit, mais on ne va pas faire de dosage dans la couche elle-même. On va le regarder. Mais in fine, il faut que ça touche l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Urine synthétique. Donc, vous voyez le raisonnement du contact. En permanence, on rebondit en fonction des problématiques et il faut qu'on trouve la bonne façon de répondre à la question qui nous est posée. La spécificité du contrôle pour les douanes. Vous avez vu tout à l'heure la gendarmerie, je pense qu'il vous a parlé énormément enquête. Pour les fraudes, on a vu le contrôle réglementaire, on comprend bien. Les dispositions douanières, j'ai parlé un peu de tarifs, on va en reparler. Il y a un gros volet de nos activités, c'est la vérification des produits prohibés. En clair, les stupes. On fait énormément d'analyses de stupéfiants. En fait, quand on parle stupéfiants, on peut penser police, on peut penser gendarmerie. Ceux qui prélèvent le plus les stupéfiants, c'est les douanes. Ah, et là, pareil, je pense que dans votre référentiel à vous, douane, vous imaginez les gens arrêtés à la frontière, fouiller le coffre de la voiture. Non, le métier de la douane, c'est essentiellement le fret, c'est le transport. C'est les bateaux, c'est les containers, c'est les avions, et essentiellement la poste. La plupart des stupéfiants passent par la poste. Nous, on agit pour eux à ce niveau-là. Les contrefaçons, on a, pour une raison très particulière, on ne va pas agir à démontrer le caractère contrefaisant d'un produit. Pour dire simple, c'est pas nous qui allons dire que le Lacoste est un faux Lacoste. C'est Lacoste. Par contre, on va être sollicité sur la dangerosité potentielle de ces contrefaçons. Est-ce qu'il n'y aurait pas un caractère aggravant à la contrefaçon? Ça, on va le regarder. J'ai parlé tout à l'heure de lunettes en tant que pays, mais prenons plutôt les lunettes de soleil maintenant, les fausses Ray-Ban. On peut être sollicité. Et est-ce qu'en plus, la filtration est encore assurée? Ou est-ce qu'au contraire, c'est dangereux?
On travaille très peu sur les médicaments. Les médicaments, c'est une bonne question. Les médicaments, alors, on ne va pas recevoir des médicaments. C'est rare. C'est vraiment à la marge. On en a eu. On a eu un peu de tramadol, des choses comme ça, qui sont résolument des contrefaçons. Non, ce qu'on va recevoir, c'est des molécules à effet thérapeutique, mais non présentées comme médicaments. Et on va les arrêter au terme de l'absence d'autorisation de mise sur le marché. Et après, c'est la douane qui se débrouille à qualifier l'infraction. Donc voilà. Le tabac. Le tabac, c'est une problématique permanente d'actualité, puisque le ministre Gabriel Attal a relancé un très vaste programme de contrôle sur le profilage des tabacs. Et on agit, c'est notre labo de Marseille qui fait ça. On agit sur d'abord, petit 1, le caractère contrefaisant, démontrer que c'est une contrefaçon. Sur le stand, il y a des très bons exemples de savoir comment on le fait. Et puis le profilage, c'est-à-dire la comparaison de saisie. Est-ce que ce paquet de cigarettes présente toutes les caractéristiques identiques d'un autre, et ce qui permet aux douaniers de remonter la filière et de croiser les saisies et de comprendre les routes. Ça, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est pas ça. Hein. Notre métier, c'est d'apporter de l'expertise analytique. C'est de lui dire, tes deux paquets, pour nous, c'est tellement proche qu'il y a une probabilité XXXX que ça vienne du même endroit. Ou au contraire, les caractéristiques de ce produit-là n'ont rien à voir entre elles. Alors, sur le tabac, on va travailler sur plusieurs choses. Hein. On travaille sur le paquet lui-même, on travaille sur la cigarette, on travaille sur le papier du cigarette, on travaille sur la nature du filtre et on travaille sur le tabac lui-même. Et sur le tabac lui-même, on a fait quelque chose de très original. On s'est dit, alors je dis on parce que on a monté ça toute pièce. Hein. Le tabac, c'est une plante ça pousse, ça pousse dans la terre. Si ça pousse dans la terre, ça emmène les minéraux. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le morphogramme, la carte d'identité des minéraux sur des Marlboro, enfin sur des marques de cigarettes connues, n'est-ce pas? Sur des cigarettes connues, on a fait la référence attesté, authentique, on établit le profil des minéraux avec un minima, un maxima, et on a une carte d'identité d'une cigarette de référence d'un type connu. Et après, c'est fini, on a gagné. Quand on reçoit un tabac inconnu, on refait le profil des minéraux avec la même méthode sans rien changer, sinon ça ne marche plus. On projette ce morphogramme individuel sur le morphogramme du modèle et on compare et on s'aperçoit que si ce n'est pas pareil, eh bien on peut dire que ça ne peut pas être issus du même endroit. CBD, c'est la nouvelle problématique sur les produits à base de cannabidiol. Vous avez tous probablement entendu parler du CBD, ça a explosé comme marché. Eh bien, on est en train de s'intéresser, de développer les méthodes de dosage des cannabinoïdes qu'on faisait déjà sur d'autres produits de type sur le champ et des choses comme ça. Et on accompagne l'élaboration de la normalisation puisqu'il va y avoir, ça commence à peine, les premiers travaux sur la normalisation et donc agir sur des méthodes d'analyse qui soient communes pour tout le monde. Là, c'est quelque chose de très original et c'est pour montrer aux étudiants que chez nous, il faut être souple. Il faut changer de stratégie d'analyse ou voire même avoir des approches très différentes. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare destination particulière textile? C'est de l'accompagnement à la douane. C'est nous qui allons le faire en laboratoire. Si vous prenez du textile en France, que vous exportez votre textile dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère qu'en France pour faire des chemises, par exemple, et que vous réimportez les chemises, les droits de douane que vous avez payés sur le textile qui part, la partie de ce que vous avez perdu pendant le process de fabrication des chemises vous est restituée. D'accord? Donc vous payez 100, le process industriel vous fait perdre 20, la douane vous rend 20 de droits. Donc, comme nous, on a mauvais esprit, on est payé pour avoir mauvais esprit, on va aller vérifier que le taux de perte, le fameux 20, n'a pas été surestimé. C'est une façon de récupérer des droits. Et donc, au laboratoire, on va faire des choses très simples, étonnantes, il n'y a pas besoin de chimie, on va étudier les patrons qui nous sont fournis par les professionnels, ils sont obligés de les fournir, et on va aller vérifier le taux de perte. Et je ne sais pas si, je ne crois pas que dans ce PowerPoint, j'ai le sujet, donc j'en parle maintenant. Un jour, on est venu nous voir sur un taux de perte sur des crevettes décongelées cuites.
crevettes décongelées, cuites, pour nous dire est-ce qu'ils n'auraient pas majoré la perte de poids. Normal, vous avez une crevette crue, vous la congelez, avec tout le process industriel, vous en perdez, est-ce qu'ils n'auraient pas majoré? Bon, on était bien embêtés, parce que là, il n'y a pas besoin de spectrum de masse, comment on fait ça? Eh bien, on a pris une casserole. C'est pas mal aussi comme technique d'analyse, hein, une casserole. Et on a regardé, grosso modo, on a fait décongeler les crevettes et on les a cuites. Et grosso modo, là, c'est l'avis d'expert. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que tout à l'heure, on parlait de contrôle réglementaire très strict avec un texte, des limites, etc. Là, c'est l'appui. On fait un avis d'expert, on regarde, on dit, bah, écoutez, la société a déclaré tant, nous, on a trouvé tant. Attention, ce n'est pas comparable entre un pilote et ce qu'on a pu faire au laboratoire. On leur explique vraiment comment on a fait. Mais pour nous, il n'y a pas d'infraction. On considère que les taux sont comparables. Donc, vous voyez ce côté un peu souple de ce qu'on fait. Les biens à double usage, c'est quelque chose de très particulier. Ça aussi, ça m'étonnerait que vous connaissiez. Là, la douane va venir. Alors, la douane agit pour la Direction générale des entreprises en tant que levée de doute. Qu'est-ce que c'est que ce BDU dans notre jargon? Le bien à double usage, c'est quelque chose qui est déclaré à usage civil. D'accord? On va prendre un masque à gaz. Allez, un masque à gaz, vous voyez comment c'est fait, vous avez une pastille de filtration. Il est déclaré à usage civil. Fort bien. Ce qu'on va demander au laboratoire, c'est de vérifier s'il ne pourrait pas avoir un usage militaire. Bien à double usage civil, usage militaire. Parce que ça change de musique au sens que c'est plus notre métier, comme encore une fois, vous avez compris que nous, on travaille au laboratoire, mais après, il y a toute une filière d'enquête. Si je vous parle centrifugeuse, vous comprenez tout de suite la sensibilité de savoir si elle a un usage civil ou un usage militaire. Eh bien, nous, on va regarder sur la base des éléments fournis techniques si ce qu'on nous a donné au laboratoire, sous forme de dossier ou sous forme d'échantillon, peut avoir un usage militaire. Le masque à gaz de tout à l'heure, en l'occurrence, l'exemple que j'ai en tête, le rond de filtration est un rond en silicone qui ne résiste pas à la plupart des gaz militaires. Donc celui-là, il n'y avait pas de souci, il était à usage civil, il ne risquait pas d'être à usage militaire, il n'aurait pas été efficace. À l'inverse, on a certains logiciels de cryptologie, où là, nos collègues sont formés à faire ça, qui ont des niveaux de sécurité. Et à partir d'un certain niveau de sécurité de cryptologie, ça n'est plus un usage civil. Donc, eux, ils ont appris à comprendre, sinon les logiciels, mais comment ils sont construits et s'engager pour dire, voilà, vous nous dites que c'est une machine qui a tel logiciel, bah ça, pour nous, ça n'est plus un usage uniquement civil. Vous voyez, c'est des choses qui sont quand même très particulières. Le champ qu'on couvre d'intervention est vraiment très large. Et puis celui-ci, j'aime bien le raconter sur les droits de douane. Bon, c'est vrai que je vous ai pas mal parlé de droits de douane depuis tout à l'heure, mais j'aime bien cet exemple sur l'appareil photo numérique et versus caméscope. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y a une taxation élevée. On peut monter à plusieurs dizaines de pourcents de taxation selon la durée de l'enregistrement, selon la capacité de l'enregistrement. Et en dessous 30 minutes, il n'y a pas de droit de douane. Alors, c'est un vieux sujet, mais il est très pédagogique. Qu'est-ce qu'ont fait les professionnels? Ils ont créé des micro-coupures. Toutes les 30 minutes, vous aviez une micro-coupure. Évidemment, et heureusement pour vous, transparente en termes d'enregistrement. Vous pouvez continuer d'enregistrer la fête de famille sur 3 heures de magnétoscope. Mais toutes les 30 secondes, toutes les 30 minutes, il y a une coupure. Ils sont venus nous voir, ils ont dit, on respecte parfaitement le principe, on est en enregistrement en dessous de 30 minutes, donc pas de taxation. La douane a retoqué ça. C'est nous qui avons mis en évidence le fait du dispositif de micro-coupure au laboratoire. Après, c'est plus notre métier. La douane a attaqué et gagné le fait que par destination, c'était un dispositif d'enregistrement de plus de 30 minutes. Donc, en clair, ils ont dit, nonobstant le fait que vous avez votre micro-coupure, de toute façon, votre appareil, il est vendu pour pouvoir faire plus que 30 minutes, donc vous serez taxé sur des durées de plus de 30 minutes. Là aussi, compétences très multiples, parce que là, il faut avoir des compétences sur la caractérisation des espèces. Vous avez la protection des espèces par la Convention de Washington, ce qu'on appelle l'annexe CITES, c'est un acronyme. La Convention de Washington, c'est la liste des espèces animales végétales protégées, soit en interdiction totale, soit en sous-déclaration. Cet exemple que vous avez sous les yeux, c'est que sont arrivés au laboratoire des anguilles déclarées Anguilla australis, très bien, non protégées, et qui se sont avérées, après l'analyse du laboratoire, une autre espèce qui est Anguilla anguilla, protégée. Donc ça, on arrête le container et les marchandises sont saisies.
Je vais vous montrer maintenant en quelques minutes une grande particularité de notre service, c'est la capacité à la gestion de crise. Un premier exemple, triste, voilà, ça parle à tout le monde, Fukushima. On contrôlait au laboratoire les radionucléides depuis l'accident de Tchernobyl. On pensait que, grosso modo, le contrôle qu'on faisait commençait à ne servir à rien, de par la décroissance de la demi-vie du césium 137-134. Et puis patatras, Fukushima. Donc on a remobilisé toutes nos équipes, enfin toute notre structure administrative. On a 5 laboratoires qui travaillent, qui sont en capacité de faire les radionucléides. Et là, il y avait une surveillance à 100% d'importation, c'est-à-dire tous les produits exportés du Japon et importés en France venant d'un certain nombre de régions qui avaient été identifiées autour de Fukushima devaient faire l'objet d'un contrôle à 100%. Cet exemple vous montre qu'il faut savoir maintenir une capacité de contrôle alors qu'il n'y a pas nécessairement de volumétrie de prélèvement et d'échantillons, mais que le jour venu, c'est une veille qu'il faut savoir tenir. Le pain au pavot, cet exemple, il est intéressant. On nous sensibilise, la répression des fraudes nous dit, bah voilà, on vient d'avoir des plaintes de consommateurs, évanouissements, il y a des labos de toxicologie qui ont commencé à travailler dessus, on soupçonne présence de morphine et codéine, est-ce qu'on peut faire une enquête ultra rapide? Ça, c'est le côté service d'État, service officiel, il faut aller très très vite. On a joué la carte, on s'est dit, les dosages morphine, codéine dans du pain, c'est compliqué, on ne sait pas faire, on s'en fout, on envoie ça dans nos labos stupes. Et on a fait la levée de doute dans les labos stupes qui, dans l'après-midi, ont été capables de discriminer les échantillons en disant là, il y en a, là, il n'y en a pas. Et après, on a envoyé à notre laboratoire de Strasbourg dans un deuxième temps plus lent sur le dosage des toxines de plantes, où là, ils ont fait des techniques de MSMS un peu plus fines, où ils ont pu apporter des données beaucoup plus consolidées. La vertu de cet exemple, c'est de montrer que on n'a pas le boulot pour la douane d'un côté, les stupes, le boulot pour la répression des fraudes, les substances toxiques où on fait du dosage fin. Nous, on se mélange et on met à disposition, quand il faut, nos outils pour pouvoir répondre aux ministres, parce que souvent, les gestions de crise, c'est au niveau ministériel. Fausseté cachée, c'est assez triste aussi. De toute façon, les gestions de crise sont toujours des exemples extrêmement douloureux. Ça, il n'y a pas de problème de santé publique, c'est juste une arnaque monumentale. C'est toutes les associations caritatives qui achètent des denrées. Et en l'occurrence, il y a eu une vaste arnaque sur des steaks hachés qui, au lieu d'être des steaks hachés avec de la viande telle que vous la connaissez tous, c'était un mélange infâme de gras, de peau, d'eau gonflée à l'eau et d'amidon, l'amidon faisant tenir l'eau et pour gagner des sous sur le dos des associations caritatives. Donc nous, notre même boulot a été de caractériser la fraude et d'objectiver la composition de ces produits en disant, voilà, ça n'est pas du bœuf, voilà ce que c'est à telle hauteur, pour qu'après, il puisse y avoir du contentieux. Tout le monde connaît l'affaire des lasagnes. La vertu d'en reparler aujourd'hui, c'est de dire que si on a été capable d'identifier la viande de cheval, c'est parce qu'on avait les techniques, ce qu'on appelle chez nous les techniques moléculaires d'identification, les sondes ADN. Par contre, ce qui est tout à fait problématique, c'est que ce ne sont pas nos services qui ont identifié le cheval, c'est les professionnels, dans le cadre de leur autocontrôle. Pourquoi des services officiels, qu'ils soient français, belges, espagnols, italiens, personne n'a jamais vu le cheval, alors que ça montait jusqu'à 80% dans les lasagnes? C'est vachement intéressant, ça nous pose question. Et on va sortir par le haut de ce sujet-là, parce qu'à l'époque de la lasagne de cheval, les techniques d'amplification génique, c'était mono-espèce. Je m'explique, je trouve ce que je cherche. Si je ne mets pas la sonde cheval, je ne verrai pas le cheval. Aujourd'hui, il y a de nouvelles générations de techniques ADN, c'est ce qu'on appelle le New Generation Sequencing. C'est l'inverse. Ça paraît trivial, pour des gens qui ne sont pas chimistes, ils disent, évidemment, heureusement que tu as ça. Non, ça n'existait pas. C'est-à-dire, on envoie des sondes ADN dans le produit et ils nous listent les espèces potentielles, enfin pas potentielles, pardon, les espèces qui ont été identifiées par amplification génique. Alors, c'est à manipuler avec une très grande précaution pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de notion quantitative. Ils amplifient. Donc, si vous avez une fourmi qui est tombée dans j'invente, une fourmi qui est tombée dans le process et à côté de ça, 80% de viande de cheval, il va vous répondre fourmi, cheval.
Donc, c'est à nous derrière de lister les espèces, de comprendre ce que ça veut dire et d'aller chercher du sens et peut-être faire des analyses de deuxième niveau. Mais ces techniques de screening, elles sont extrêmement prometteuses. Il y a un exemple qui n'a aucun intérêt commercial, mais qui pour nous est un vieux marronnier. On recevait régulièrement les billes de chute de laine. C'est un truc qui passe à la douane, un peu comme le baume du tigre. Vous devez connaître le baume du tigre, peut-être pas les boules de chute de laine. Et le collègue, depuis des années, faisait les analyses de recherche de stupes, depuis des années, disait qu'il n'y avait pas de stupes, et ça continuait de rentrer. Et bien, on était vachement contents, parce que l'année dernière, on a caractérisé toutes les espèces botaniques, et c'est effectivement des plantes du Tibet, comme c'était annoncé. Toutes les allégations sur ce produit-là étaient justes, mais on n'avait jamais été capable de mettre en évidence les espèces végétales. Et avec ces techniques de New Generation Sequencing, on a testé, et ça marche très très bien. Donc ça va être l'avenir. C'est quelque chose qui va nous permettre d'évoluer nos compétences en matière d'identification d'espèces dans les produits. Fipronil, il me reste combien de temps? Très bien, très très bien. Merci. L'exemple du fipronil, c'est quelque chose sur l'exemple méthodologique. Tout d'un coup, en Europe, bim, alerte au fipronil. C'est quoi le fipronil? C'est un biocide. Vous avez les colliers des chiens et chats, si vous avez des animaux domestiques. Le fipronil, c'est très souvent, c'est celui qu'on met pour les poux, pour les parasites. C'est interdit sur les œufs en traitement vétérinaire. Et tout d'un coup, en Europe, il y a deux opérateurs qui vendent un produit pas cher du tout, qui est extrêmement efficace, qui calme en plus les poules, à base d'huile essentielle. Bien sûr, oui, certes, il y avait des huiles essentielles. Ils avaient juste oublié de dire qu'il y avait du fipronil avec. Et ça a fait plusieurs milliards d'œufs retirés sur le marché en Europe. Et pourquoi je vous raconte le fipronil? Pourquoi il est intéressant? C'est je vous ai parlé d'accréditation tout à l'heure. Et on n'était pas accrédité sur le fipronil et on a dit, mais attendez, ça n'a aucun sens de gérer une crise. On va répondre qu'on sait faire des résidus de pesticides accrédités et comme on découvre les œufs, on n'avait jamais analysé des œufs, hein, puisque par définition, il n'y avait pas eu de problème de fipronil dans les œufs, et bien tout d'un coup, on ne peut pas rendre sous accréditation parce que c'est pas... Enfin, il faut attendre le délai de l'accréditation. Cet exemple-là, c'est un exemple de gestion de crise sous accréditation. On a forcé le COFRAC à nous accréditer en temps réel. Alors, c'est un peu long à vous expliquer comment on a eu gain de cause, mais on a forcé et on a rendu cette gestion de crise sous accréditation qui est une originalité assez intéressante. Et le deuxième intérêt, c'est quand vous avez des effets miracles, cherchez. Ça n'existe pas. Le produit miracle n'est pas cher, ça n'existe pas. Ou alors, ce que je dis souvent, restons modestes. Quand vous êtes dans un domaine, par exemple les arômes, moi j'ai travaillé très longtemps dans la naturalité des arômes, il fallait montrer s'ils étaient vraiment naturels ou pas naturels. Quand vous avez pendant un an de conformité sur tout, il ne faut pas vous dire que vous êtes vachement fort et que vous avez arrêté le marché, c'est que vous êtes en train de vous faire empapaouter et vous ne savez pas comment. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher les nouvelles techniques de mise en évidence de fraude. C'est continu. Les fraudes rebondissent tout le temps. Elles sont toujours en train de changer. Donc ça, c'est important. Et le fipronil, on s'est fait avoir parce qu'on ne cherchait absolument pas le fipronil. On n'imaginait pas que ça puisse arriver. Bon, là, c'est pas une... Ah oui, deuxième vertu de l'exemple, c'est un bon exemple de mélange de loyauté et de sécurité, finalement. À la base, c'est une tromperie. C'est de rajouter un composé interdit et en plus, malheureusement, ce fipronil était toxique. On va avoir un exemple tout à l'heure de fraude, du caractère concomitant de la dangerosité et de la fraude. Alors pourquoi je vous redis ça avant de vous parler d'oxydation? Pourquoi je parle de ça, concomitant de la fraude et de la loyauté? Parce qu'il y a une petite musique qui dit ah ben oui, on a trompé le consommateur, mais c'est pas dangereux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, il y a une tromperie, et donc il y a une infraction aux qualités, et donc on trompe le consommateur, et à ce titre-là, on est tenu d'assurer sa protection économique. Mais un jour ou l'autre, la fraude en question, elle peut être toxique. Et tout à l'heure, on va en avoir un exemple absolument tragique. C'est pour ça que je faisais ce lien. Ça, c'est un exemple d'actualité. Oxyde d'éthylène, pareil, produit... Alors là, il n'y a pas de notion de fraude au sens strict. Hein. C'est que sur les graines de sésame, c'est la plus grosse opération de retrait-rappel de marchandises. C'est pour ça que je vous le cite. Hein. Ça, maintenant, ça fait 3 ans que ça a commencé. Sur le sésame, on pense que l'origine de... Alors, allons sur la fin de l'histoire. On trouve des résidus d'oxyde d'éthylène dans les sésames, dans les graines de sésame, et les produits à base de sésame, qui sont extrêmement nombreux dans les produits alimentaires transformés, pour la présence d'oxyde d'éthylène, qui est un biocide. Qu'est-ce que vient faire un vieux produit, on ne voyait plus du tout.
On pense que c'est parce qu'il y a eu des alertes sur du risque salmonelle, donc cette fois-ci qualité microbiologique qu'on a vu au tout début, sur ces graines de sésame et que les Américains ont traité à l'oxyde d'éthylène. Enfin, les Indiens, pardon, surtout les Indiens. Alors, il n'y a pas d'ostracisme de ma part, hein, c'est juste la filière de production. Hein. Aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Hein. Mais le sésame était principalement produit en Inde pour les États-Unis. Ils se sont mis à traiter à l'oxyde d'éthylène et comme ils n'ont pas maîtrisé leur production, ça a diffusé partout dans le monde. Et il y a un deuxième effet sur l'oxyde d'éthylène. Quelque temps après, ils se sont mis à traiter les graines de caroube. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les graines de caroube, mais c'est comme ça qu'on fabrique les épaississants. Et là, peut-être que ça vous comprenez pourquoi l'année dernière, si vous mangez des glaces au mois de juillet, vos linéaires étaient vides. Il y a eu vraiment pendant un mois et demi, en plein été, évidemment au moment où ça tombe au plus mal, des retraits rappels généralisés parce que les épaississants dans les glaces étaient à base de caroube et caroube avait été contaminé par l'oxyde d'éthylène. L'exemple là où je voulais vous emmener, pardon, dans l'autre sens. Un exemple de crise, de comprendre comment dire, en rétroactif. Bonsoir, comment j'ai pu retrouver cette molécule dans ça et qu'est-ce qui a amené à trouver dans du lait telle molécule? Je fais un peu de suspense parce que j'ai envie de vous emmener là où j'ai envie de vous emmener. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a une affaire des laits empoisonnés? On va parler du lait un peu. Le lait, le business du lait, on le vend au taux de protéines. Le taux de protéines, bon. Et pour faire le taux de protéines, il y a une norme internationale. On ne sait pas faire. Curieusement, on ne sait pas faire le taux de protéines. On sait faire le taux d'azote. Azote gel dalle, pour ceux qui connaissent un peu la chimie classique alimentaire. On fait l'azote. Et cet azote, il suffit de le multiplier par 6,4. C'est un critère international connu depuis la nuit des temps. Vous multipliez le taux d'azote que vous avez mesuré par 6,4 et vous sortez la quantité de protéines. Et donc, ça fixe le prix du lait, entre autres. Eh bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire si vous avez envie de créer une qualité indue à votre lait en taux de protéines? Ben, vous rajoutez une molécule chargée en azote, la mélamine, par exemple. C'est ce qui s'est produit dans les années 2000 en Chine, avec juste un bémol, c'est que c'était toxique. 400 gamins morts, bébés. Ça n'est pas arrivé en Europe, mais par contre, ça a été inscrit maintenant. Vous avez une prohibition permanente sur les produits à base de lait pour la vérification de la mélamine. Cet exemple, il montre le lien qui peut être fait entre dangerosité et pas dangerosité. Si la mélamine n'avait pas été toxique, c'était une fraude économique toute simple. Sauf que là, il y avait un caractère aggravant. Le cheval, la lasagne de cheval, il n'y avait pas de caractère sanitaire. Il y a eu un énorme... Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel retentissement dans l'affaire du cheval? C'est que c'est parti d'Angleterre et chez les Anglais, c'est tabou. On ne mange pas de cheval. Et c'est pour ça. Je pense que si l'affaire avait été circonscrite à la France, ça aurait peut-être fait moins d'impact médiatique. Donc voilà l'exemple de l'affaire des laits empoisonnés. Le développement de méthodes, et puis je vais bientôt terminer parce que je pense que je suis déjà en retard, non? Non? C'est bon? Merci. Les couches, je vous en ai parlé, c'est l'exposition, c'est de comprendre comment on peut, je vous ai parlé de la migration avec l'urine synthétique. L'idée, c'est juste un flash là, pourquoi c'est intéressant en termes de développement de méthode, parce qu'il a fallu construire le programme analytique et les méthodes qu'allaient bien et qu'allaient avec. On ne va pas s'attarder dessus, on va parler plutôt des nouvelles drogues, où là, on change de braquet. Finalement, je vous ai montré qu'on faisait des choses très simples analytiquement, et bien là, on arrive dans l'ultra compliqué. Notre métier, c'est d'analyser extrêmement vite les stupéfiants, cocaïne, héroïne, tous les stupéfiants que vous connaissez. Il faut aller très très vite. Ça, c'est vraiment Donc, on a les méthodes automatisées, on fait beaucoup de chiffres. Et puis parfois, boum, sur le spectre de masse, on a un pic inconnu. Infrarouge, on n'a pas de caractérisation. Spectre de masse, pas de caractérisation. Eh bien, on change de méthodologie et là, on va taper en élucidation structurale. C'est-à-dire qu'on va mettre en évidence, on va caractériser la molécule. Là, on change d'analyse. C'est des techniques MSMS par Kutoff, pour ceux qui connaissent. On va caractériser. Et c'est quoi l'idée? C'est intéressant aussi de placer ça dans un contexte réglementaire. Une fois qu'on a caractérisé la molécule, si elle n'a jamais été décrite, on rend notre résultat à la douane, toujours, notre donneur d'ordre.
La douane va faire quoi? Elle va informer l'Office français des drogues et toxicomanies, l'OFDT, qui immédiatement informe le même office mais européen, l'OEDT, l'Office européen des drogues et toxicomanies, qui prend acte, qui informe les États membres de la présence de cette nouvelle molécule et on la bascule dans l'arrêté d'interdiction, dans notre jargon, l'arrêté du 22 février 90, qui liste tous les produits stupéfiants et on redonne un caractère stupéfiant illicite à cette molécule. Donc il faut aller très vite, parce que si vous avez bien compris le système, il y a un petit effet retard. C'est-à-dire on met sur le marché des molécules qui ne sont pas encore inscrites sur la liste des stupéfiants. Et c'est ce que vous trouvez on en parle pas mal sur Internet. Vous venez d'avoir un triste exemple là, en ce moment. C'est le Bouddha Blue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler à la radio. Il y a trois des collégiens qui ont, sur des cigarettes électroniques, qui ont consommé du Bouddha Blue avec des effets absolument dévastateurs. Eh bien, le Bouddha Blue, c'est des cannabinoïdes de synthèse. Et nous, on les caractérise au laboratoire. Quand ils sont nouveaux, on fait l'élucidation structurelle des cannabinoïdes de synthèse. Alors, pourquoi cannabinoïdes de synthèse? Ça ne veut pas dire qu'ils sont de la même structure chimique que le cannabis, que le THC, le tétrahydrocannabinol. Hein. C'est des molécules qui miment les effets des stupéfiants connus, mais qui sont beaucoup plus forts. Donc, on va avoir des molécules de substitution. Ça, c'est une particularité où on nous attend énormément. Et l'élucidation structurelle, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Un autre cœur de métier sur le développement de méthodes, j'ai parlé tout à l'heure du tabac, la contrefaçon du tabac avec la caractérisation des éléments minéraux. C'est ce qu'on appelle dans notre domaine toutes les techniques d'authentification, authentification des origines. Est-ce que ça va bien, est-ce que ça vient bien de tel endroit? J'ai en tête par exemple l'ail chinoise. Il y a eu un moment où il y a eu un embargo sur l'ail chinoise. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait migrer vers le Vietnam pour l'exporter en lui donnant une origine Vietnam. Nous, par les techniques isotopiques, on a réussi à montrer que on pouvait faire la différence entre un profil isotopique de carbone, hydrogène, azote, etc., un certain nombre d'isotopes stables, que c'était pas, on pouvait faire la différence entre Vietnam et Chine. Donc, authentification des origines, authentification des procédés. Je vous ai parlé tout à l'heure des arômes. Hein. Le classique, la vanille, est-ce que c'est bien de la vanille ou est-ce que c'est pas un arôme de synthèse? Il faut savoir que les enjeux économiques sont absolument considérables derrière cette simple assertion où on se dit est-ce que c'est vraiment important de faire la différence? Bah oui, c'est vraiment important parce que vous avez toute une filière qui est derrière. Et ce qui est important de dire sur ces techniques d'authentification, c'est que la plupart du temps, vous n'arrivez pas à répondre à la question avec une analyse simple. Marche pas. On va croiser énormément de critères. J'en ai pas parlé tout à l'heure sur les produits de la mer, j'aurais dû. Je vous ai parlé du sauvage élevage, il y a aussi la notion d'origine. Est-ce que le poisson vient bien du bassin maritime qui est déclaré? Et là, on va croiser énormément de paramètres. On va faire les rapports isotopiques de l'oxygène 18 pour la signature de l'eau, on va faire le carbone par rapport à la composition qu'il peut avoir, etc., etc. Et l'humain n'est pas capable de gérer beaucoup de critères. Vous pouvez faire abscisse ordonnée, hein, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, le taux de protéines en fonction du taux de sucre. Ben, vous allez tenir, là, vous pourrez faire votre graphique, mais si je vous mets 22 variables ou 43 variables et 400 individus, vous savez plus faire. Là où je veux vous emmener, c'est de vous dire que cette analyse multicritère bascule vers la chimiométrie, où là, c'est l'analyse statistique. Et on a recruté, par exemple, un biostatisticien dans les techniques ADN pour traiter les banques ADN qui sont très compliquées, ou créer des profils d'authentification des vins, des jus de fruits, des miels, par l'analyse multicritère, des huiles d'olive, par l'analyse multicritère, où là, ça commence à devenir assez compliqué. Donc, quelqu'un chez nous, il peut faire de l'analyse très simple de conformité, il peut aussi faire du développement de méthodes assez pointues comme ça, où on n'est pas très très loin des techniques d'enquête en criminalistique. Et puis, et après, je crois que j'en conclus. Derrière, c'est la dernière slide. Hein. Enfin, il y a une slide de conclusion, mais ça, je trouve intéressant. Pour tout vous dire, je l'ai rajouté ce matin. Je ne pensais pas vous le présenter, puis je me suis dit, non, ça c'est intéressant, il faut en parler. Blanc d'œuf, il n'y a rien de plus ballot que du blanc d'œuf, sauf que c'est pareil, c'est un produit industriel en agroalimentaire qui est extrêmement utilisé, et vous le vendez à quoi? Vous le vendez à ses capacités de tenue. C'est un épaississant, hein, le blanc d'œuf.
Eh bien, une pratique loyale, c'est de vendre les œufs avec un pouvoir épaississant de l'albumine, parce que vous avez des bons œufs, etc., etc. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez où je vous emmène, c'était l'adultération avec des épaississants non annoncés. Ben, si mon œuf il est pourri, enfin pourri, pardon, il n'a pas de propriété épaississante très bonne, ben, il suffit que je rajoute et que j'en parle à personne un épaississant. Il se trouve que pour des histoires de structure, c'est souvent des produits naturels qui vont dans des produits naturels. On ne sait pas le faire. On ne sait pas faire ça avec des techniques HPLC simples. Mettre en évidence ces épaississants, on ne sait pas le faire. C'est des bases de sucre. On peut confondre avec l'œuf. Et qu'est-ce qu'on a proposé aux collègues de la répression des fraudes? On a dit, bah, écoutez, on va le faire ensemble. Si vous êtes capable, vous, à l'enquête, de nous donner des échantillons de référence dont vous savez qu'ils sont adultérés et comment ils l'ont été, on va quitter le labo et on va taper sur les propriétés. On va pas essayer d'aller vous mettre en évidence ces épaississants, on n'y arrivera pas. Et on a pris juste un pas de côté et on a travaillé sur les propriétés physiques du blanc d'œuf après avoir été adultéré et on a réussi à établir des critères en disant à partir d'un certain degré de viscosité, avis d'expert, c'est plus naturel. Et ça leur suffisait. Ils avaient un avis d'expert. C'est pas réglementaire, mais en enquête, ils pouvaient faire ça. Donc, vous voyez, c'est du développement de méthode, mais un peu à la marge. C'est pas compliqué. Ce que j'ai dit avant, chimiométrie, c'est compliqué. Mais l'autre, c'est pas compliqué. C'était juste essayer d'être malin et de faire un petit pas de côté pour faire la stratégie et répondre à vos besoins. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça par rapport à des étudiants qui voudraient rejoindre le service commun des laboratoires, ben, c'est que c'est un métier assez original. J'espère que je vous en ai convaincu avec tout ce panel de techniques. C'est un métier d'enquête. L'exemple du blanc d'œuf, c'est vraiment flagrant. Des techniques d'analyse très variées, des équipements de pointe en permanence. Là, on est en train de faire un vaste programme d'achat d'équipements européens. J'en ai pour deux secondes, j'ai fini. Des domaines extrêmement diversifiés. On a vu de l'alimentaire, on a vu du non-alimentaire. Et puis des laboratoires d'État au service du concitoyen, c'est important. On est de la fonction publique, on agit et les étudiants agiront au service de la protection de nos concitoyens. Voilà. Et si vous voulez avoir plus de détails que ce que j'ai vu, nous sommes sur le stand E35 à ce niveau, enfin juste au niveau au-dessus. Voilà. Je vous remercie, je suis à votre disposition, ça vous donne plus d'éclaircissement. Je sais pas qui est derrière, je laisse là.